Oui, évidemment. Oui, évidemment. Non, ça, c'est... Ce qui est vraiment terrible, mais vraiment, vraiment terrible, c'est que les choses sont graves. Les choses sont vraiment graves. Dans tous les domaines. Et les oppositions, le Rassemblement national, qui porte une responsabilité écrasante, et toute la gauche qui en porte aussi une responsabilité, refusent de lancer la destitution de Macron. On est dans une situation, je suis désolé, Macron, il est allé en Pologne, il a annoncé comme une fleur il envisageait de mettre à la disposition des Polonais qui ne demandent que ça, nos armes nucléaires. Mais enfin, je ne sais pas ce qu'il faut que les Français... Il va falloir que... à partir de quel moment les Français vont se réveiller, vont se dire ça, c'est pas possible. La force de frappe nucléaire que nous a constituée Charles de Gaulle, qui a ensuite été poursuivi dans sa mise au point par Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et même encore Jacques Chirac, puisque les essais nucléaires, les derniers essais nucléaires dans l'atmosphère, pas dans l'atmosphère, les derniers essais nucléaires ont été faits réels, ont été faits par Chirac, avant de passer à des essais, par simulation informatique. On a eu des chefs d'État qui ont... C'est le sanctuaire de notre indépendance nationale. La force de frappe nucléaire n'appartient pas au mari de Madame Trogneux. Voilà. Ça n'appartient pas à M. Macron, qui d'ailleurs n'a plus aucune légitimité pour parler. Je l'ai dit ce matin. Le scandale de ce qui s'est passé hier à la télévision française, c'est que l'on a entendu pendant 3 heures un monsieur qui, certes, est président de la République, mais qui a été désavoué totalement dans les urnes. D'ailleurs, il suffit de voir le micro-trottoir qui a été fait, était éloquent. Et le sondage qu'a présenté TF1 n'est pas moins éloquent. Il y a 68 ou 69%, pour pas dire 70%, de Français qui considèrent que la situation en France s'est aggravée depuis 2017, ce qui est tout à fait exact. Et par ailleurs, il y a également, je crois, il n'y a que 7%, ce qui est déjà beaucoup, de Français qui considèrent que ça s'est amélioré. Donc le rejet est un rejet absolument massif, et de la politique et de la personnalité de Macron. Tout le monde a compris que c'est un menteur, un incompétent, un imposteur, quelqu'un d'extrêmement méprisant, quelqu'un qui n'a... D'ailleurs, la façon dont il a réagi devant TF1 lorsque Gilles Boulot lui a montré le résultat du sondage et lui a montré également le micro-trottoir, il a eu cette attitude insolente et narquoise, avec ce petit sourire en coin. « Ah, vous ne m'avez pas beaucoup soigné, etc. » Mais il devrait se couvrir de honte qu'il y ait les 3/4 des Français qui considèrent qu'il est en train de ruiner le pays. Non, pas du tout. Lui, il continue. Comme ça, il avait dû encore utiliser des puissances certainement illicites avant l'émission. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Donc Macron, la force de frappe n'appartient pas à Macron. Ça appartient au peuple français. Il n'appartient pas à Macron de prendre des décisions qui nous engagent, nous, collectivement, pour aller faire la guerre en Ukraine, contre la Russie, nous sentir solidaires de la Pologne, ou éventuellement même regarder là, sans rien faire, le réarmement allemand. Le problème de Macron, c'est que, comme d'ailleurs la plupart des gens qui nous gouvernent, on ne peut pas forcément le leur reprocher parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Parfois, ils n'ont fait aucune étude, comme Bardella. Ils n'en ont fait pas beaucoup, comme Gabriel Attal. Ils ont essayé d'arnaquer des diplômes comme Macron. Je rappelle que Macron, il n'y a pas eu de classement de sortie pour l'ANENA. Je rappelle qu'il avait fait savoir qu'il était un ancien de l'école normale supérieure. C'était faux. Enfin, c'est un arnaqueur, hein, vous savez. Et tout le monde sait que lorsqu'il est entré chez Rothschild, sortant de l'inspection générale des finances, il a eu droit à des passements incroyables. Et ses collègues de chez Rothschild étaient effarés par l'ignorance de Macron. Il était associé gérant, il ne savait pas ce que c'était qu'un EBITDA, il ne savait pas lire un compte, quoi. Enfin, c'est incroyable. On se demande toujours quelle est donc cette fée mystérieuse qui a propulsé ce monsieur à la tête de la France. En attendant, on ne peut pas... Moi, je ne peux rien sans vous. Enfin, on ne peut pas laisser Macron brader notre armement nucléaire. Installer nos armes nucléaires en Pologne, c'est éventuellement risquer qu'un gouvernement polonais un jour décide d'utiliser un missile de fabrication française pour l'envoyer sur la Russie.
est-ce que les Français se rendent compte de ce que ça veut dire? Est-ce que les Français se rendent compte de ce que ça veut dire qu'un ultimatum? Est-ce que les Français se rendent compte que, comme le dit Donald Trump, on n'a pas les cartes en main? Est-ce que les Français, est-ce que Macron se rend compte que l'Europe est battue sur le terrain en Ukraine, qu'il y a 20% du territoire de l'ancienne Ukraine qui désormais est sous la domination de l'armée russe? Et d'ailleurs, au passage, je signale, parce que c'est un argument que personne jamais n'invoque, si les populations qui étaient dans le Donbass et en Crimée étaient tout à fait hostiles à la Russie, il y aurait en permanence des actes de sabotage, mais rien. Moi, je suis allé en Ukraine en 2015. Je peux assurer, témoigner qu'en Ukraine, il y a 90% de Russes qui sont, comme le disent les Russes, ils sont plus Russes que les Russes. Voilà, ce sont des gens qui ont accueilli la Russie comme des libérateurs. Pareil dans le Donbass. Ce qui n'est pas vrai du reste de l'Ukraine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans tous les scénarios qui sont envisagés, Vladimir Poutine ou Lavrov n'ont jamais évoqué devant les Américains l'idée, par exemple, qu'ils voudraient mettre la main sur l'ensemble de l'Ukraine. Et encore moins, bien sûr, sur la Pologne, l'Allemagne, la France. Ça, ce sont les délires macronistes. Donc, non. Eux, ils veulent simplement protéger les populations russophones, russophiles et d'origine russe qu'il y a dans ce qu'on appelait Novorossia, donc tout le sud-est de l'Ukraine. Et ils veulent également que l'Ukraine reste un pays qui soit en dehors de tout bloc. Ils ne veulent pas avoir l'OTAN à leur porte. Voilà. De la même façon que les États-Unis ne voudraient pas avoir l'armée populaire de libération chinoise ou l'armée russe investir des camps entiers au Mexique ou au Canada. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc dans ces conditions, ne pas bouger et laisser Macron aller dire qu'il va signer ci et ça avec des gens dont notre intérêt n'est absolument pas d'aller prépositionner des armes nucléaires en Pologne. Notre intérêt n'est pas non plus d'en prépositionner en Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne n'a pas le droit d'avoir des armes nucléaires. Ça, c'est le traité de Moscou de 1980. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, qui a clôturé la guerre froide. Donc, on est face à une situation ça va pas. Ça va pas. Macron, il faut absolument arrêter. Il n'a pas le droit de faire ça. Alors, comme le dit l'internaute, par ailleurs, quand on a un petit peu le sens de l'histoire, ça fait des siècles qu'il faut que les Français ont appris à se méfier du monde allemand. Parce que les Allemands sont des gens... Comme disait De Gaulle, quel peuple, disait-il. Vous savez, De Gaulle, c'est cette anecdote incroyable. Il va, je crois, en fin de 1944 ou début 1945, il se rend en URSS. La guerre n'est pas terminée, mais il est à l'invitation de Staline et il va sur le théâtre de la bataille de Stalingrad. Donc là où il y a eu le début du renversement complet du cours de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une anecdote, c'est célèbre, parce qu'il y a De Gaulle qui regarde ça, on lui montre Et il y a De Gaulle qui dit devant, je ne sais pas, c'était peut-être Zhukov qui était là, enfin il y avait un des très très grands vainqueurs du soviétique qui accompagnait De Gaulle. Et je crois que De Gaulle dit devant Zhukov, quel grand peuple. Et donc évidemment, alors je ne sais pas si c'est Zhukov ou un autre, évidemment se rengorge et pense que De Gaulle parle du peuple soviétique. Et De Gaulle précise, je veux parler des Allemands. Ce qui est une anecdote assez croquignolette, parce que vous savez que De Gaulle était germanophone, De Gaulle admirait beaucoup l'Allemagne, mais il en connaissait aussi les dangers de l'Allemagne. Et quand il dit quel grand peuple, parce que c'est vrai que quand vous allez à Stalingrad, c'est quand même à des milliers de kilomètres de Berlin, c'est quand même un exploit assez extraordinaire. Non moindre est l'exploit des Soviétiques. Je ne veux pas du tout dire que les Soviétiques ont eu c'est eux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, même si malheureusement Macron et les sbires occidentaux veulent essayer de gommer cette affaire. Mais tout ça pour dire que De Gaulle, qui savait très bien, comme d'ailleurs tous les dirigeants français des années 20, des années 30, lisait un livre absolument formidable, le livre de Jacques Bainville sur les conséquences politiques de la paix qu'il a écrit en 1919. C'est un livre d'une intelligence, d'une prémonition, d'une intuition extraordinaire. Ce que Jacques Bainville a écrit donc en 1919 ou 1920 à partir des traités de Sèvres, de tous les traités qui ont conclu la Première Guerre mondiale, que ces traités étaient tellement mal fichus,
avec les points de Wilson, que forcément, il y aurait une deuxième guerre mondiale qui arriverait. Voilà. Il a décrit avec une justesse qui sidère la montée en puissance d'un mouvement style Hitler qui allait remettre tout ça en cause. C'est d'une intelligence extraordinaire. Et qu'est-ce que disaient donc tous les grands anciens en France? Ils savaient qu'il faut toujours faire très attention, parce que c'est un très grand peuple, et c'est un peuple qui aime l'armée, qui est un peuple militarisé, notamment avec Frédéric II de Prusse. C'était son dada, Frédéric de Prusse. Et donc, le jeu de la France, le jeu géopolitique français, mais ça remonte à très loin, c'est l'un des enseignements fondamentaux de Richelieu, puis de Mazarin, pendant la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans qui commence, vous le savez, avec la défenestration de Prague en 1618, qui se termine en 1648. À l'issue de ça, la France est parvenue à faire... l'immense talent de Richelieu et de Mazarin, c'est d'arriver au traité dit de Westphalie, le traité de Münster et d'Osnabrück, au terme duquel on va avoir l'Europe des nations, avec donc des nations qui vont coopérer, mais surtout la pulvérisation de l'ensemble allemand. Les Allemands, les Français, l'intelligence machiavélique de Richelieu et de Mazarin, c'est d'avoir fait en sorte que l'Allemagne ne se fédère pas. C'était d'ailleurs le reproche essentiel que quelqu'un comme Bismarck, dans la seconde moitié du XIXe siècle, adressait aux Français. C'est-à-dire, il disait, à cause des Français, on n'a pas pu unifier l'Allemagne. Voilà, puisque l'Allemagne, c'était le Saint-Empire romain germanique. Vous savez, il y avait des princes électeurs, il y avait 7 princes électeurs. Il y avait 4 civils, il y avait 3 religieux qui étaient... cette espèce de superstructure du Saint-Empire romain germanique. Et il y avait le royaume de Bavière, le duché de Bade-Wurtemberg, le royaume de Prusse, etc., etc. Des archevêchés, des villes libres, des villes de la Hanse et compagnie. Et donc c'est ça, cette division-là avait fait en sorte que la France avait émergé avec Louis XIV, avec la France du grand siècle, puis Louis XV, comme la première puissance du monde, parce qu'elle avait neutralisé la potentielle puissance allemande, sachant que l'Angleterre était beaucoup moins peuplée, et sachant que l'Italie était également pulvérisée aussi. Mais là, la France n'avait pas eu besoin d'agir entre les États de l'Église, le duché de Milan, le royaume des deux Siciles et compagnie. Donc la France était l'État unifié le plus puissant d'Europe et quasiment du monde. Voilà. Dans les années d'après la Seconde Guerre mondiale, il y avait un proche de Gaulle qui s'appelait François Mauriac, qui avait eu ce bon mot qui était resté célèbre. C'était aussi un très grand germanophone et germaniste. Et il avait dit « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux », faisant allusion à la RFA et à la RDA, la République fédérale d'Allemagne, donc rattachée au camp occidental, et la République démocratique allemande rattachée à l'Union soviétique. Toujours cette idée qu'il fallait essayer de maintenir, diviser cet ensemble extrêmement dangereux s'il est uni. Et d'ailleurs, tous les grands désastres nationaux, et vous retrouvez la patte soit de la Prusse, hein, ça c'est sous Napoléon Ier, Napoléon III, mais après l'unification allemande, vous retrouvez l'Allemagne. Hein. Après 1870, c'est la proclamation du Reich allemand dans la Galerie des Glaces en 1871, avec Bismarck. Et puis, pas besoin de vous expliquer, 1914-1918, pas besoin de vous expliquer, 1939-1945. Et donc, à chaque fois que l'Allemagne a commencé à se réarmer, notre histoire nationale nous explique depuis plusieurs siècles que c'est un signal rouge. Voilà, c'est un signal rouge. Voilà. Et donc, face à ça, il faut absolument que les Français aient à la tête de l'État une équipe de gens compétents et responsables. Moi, je suis extrêmement inquiet de voir que notre pays est aux mains de branquignoles toxicomanes et qui sont capables de, comme ça, pour un bon mot, ou parce que tout simplement ils vont se tripoter dans un train, ah oui, pas de problème, je te passe mes armes nucléaires, etc. Ça, c'est la superficie. En plus, ça correspond à la pire des traditions françaises. C'est des désastres sans nom que dénonçait De Gaulle. C'est justement cette superficialité, cette méconnaissance de l'histoire. Hein. C'est la façon comme, par exemple, lorsque l'on perd la bataille des plaines d'Abraham au nord de Québec, on perd tout le Canada français.
Vous avez Voltaire qui écrit tout ça, c'est pour quelques arpents de neige. Voilà. Vous avez la Pompadour qui dit après nous le déluge, voilà, quand le feu est au château, qui se soucie des écuries. Enfin, toute espèce. Il y a une tradition de superficialité française qui traverse les siècles et les régimes, qui nous a toujours menés aux plus graves désastres nationaux. Donc là, je suis content que cet internaute ait posé cette question. C'est extrêmement grave. Les responsables et dirigeants des partis d'opposition doivent exiger à l'Assemblée nationale que tous les textes que M. Macron a pu signer avec Pierre-Paul Jacques, que ce soit à Berlin, à Varsovie ou autre, ces textes-là ne doivent pas être avalés comme ça. Ils doivent être traités comme des traités internationaux en vertu de l'article 59 de la Constitution. Il doit y avoir un débat et ils doivent être ou non ratifiés par le Parlement. Et il faut que les députés français refusent de ratifier un traité qui nous amènerait, même si j'ai bien compris, ça n'est pas aussi clair que ça, qui nous amènerait, nous les Français, à aller positionner des armements nucléaires en Allemagne, contrairement au traité de Moscou, ce qui mettra ipso facto immédiatement la Russie en droit international de réagir, parce que c'est une violation du traité, dont c'est un traité quadripartite, enfin, plus les deux Allemagnes, et la Russie est partie prenante. Donc, si d'aventure on faisait ça, on violerait le traité de Moscou. La Russie pourrait à tout moment intervenir militairement. Elle en aurait le droit en termes internationaux. Et par ailleurs, nous n'avons pas non plus à aller nous mettre nos armements en Pologne, et pourquoi pas aussi en Estonie, chez cette folle dingue de Kaja Kallas. Hein. Voilà. Donc ça, vraiment, écoutez, je ne sais plus quoi dire d'autre. Vous avez compris cette position. Mais il faut vraiment comprendre que c'est grave. Là, on est dans une situation extrêmement grave et je suis outré, révolté, scandalisé, ulcéré. Je ne sais pas comment faire devant cette espèce d'apathie générale de la société française, devant ce silence total des médias, qui sont là qui ressassent. Ah non, c'était pas un pochon de cocaïne, c'était simplement un mouchoir. Ah non, ce qu'a caché Mertz, c'était pas une cuillère à coke, c'était tout simplement une touillette pour touiller l'eau qu'il y avait dans le verre devant. Enfin, c'est atroce en fait. La responsabilité des médias, elle est aussi colossale que la responsabilité des dirigeants de l'opposition. Une question de Johanna. Gabriel Attal vient de déposer une proposition de loi pour élever Alfred Dreyfus au grade de général de brigade, afin de réparer l'injustice qui lui a été faite pour sa condamnation à tort en 1894. À quoi cela sert-il selon vous ? Oui, j'ai vu ça, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est honteux. C'est absolument scandaleux. D'ailleurs, on met ça dans le même sac avec l'affaire du code noir dont je parlais tout à l'heure, qui a été pris sous Louis XIV. On pourrait aussi, pour faire bonne mesure, il y a eu cette délégation de députés qui sont allés en Algérie pour célébrer le 8 mai 1945, parce qu'il y a eu des exactions terribles qui ont été commises par la France, et donc en fait pour saloper notre victoire du 8 mai. C'est-à-dire qu'on a en fait des gens dont la profession consiste à trouver tout ce qu'on peut pour salir la France, à tout instant, tout moment, avec les pires anachronismes. Bien sûr que quand on lit le Code noir, c'est épouvantable. Bon, ça a été créé sous Colbert, ça a été créé au XVIIe siècle. Donc évidemment que quand on lit le Code noir de Louis XIV, qui réglemente l'esclavage, la raison d'un homme d'un homme et d'une femme du XXIe siècle, évidemment, se révolte. Ça, c'est une chose qui est entendue. Je ne suis pas un expert du Code noir, je crois savoir que dans ce code, c'était, même si ça n'apparaît pas forcément clairement, ce code avait quand même une vocation un petit peu protectrice des esclaves, par rapport à l'absence totale de réglementation qu'il y avait auparavant. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Ce n'était pas un truc pour punir les gens, enfin bien sûr c'est horrible, mais c'était plutôt protecteur par rapport au statut où il y avait... Avant c'était la loi de la jungle, c'était les maîtres des esclaves qui avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves. Mais ça se passe il y a 350 ans. D'ailleurs, ce code noir a été aboli sous la Révolution française par Robespierre. Ensuite, vous savez que l'esclavage a été en partie réintroduit sous Napoléon Ier, mais pas
mais pas la traite. C'est la seule chose qui a été rétablie, c'est l'esclavage dans les îles à sucre. Ce qu'on appelait les îles à sucre, c'est la Guadeloupe et la Martinique. Et puis la Guyane française. Mais on a le commerce des esclaves n'a pas repris sous Napoléon. Napoléon, à la demande de Joséphine de Beauharnais, sa première femme, qui était d'origine créole martiniquaise, ce qu'on appelait les créoles, c'était des blancs métropolitains qui s'étaient installés, parce que l'adjectif créole a plusieurs sens parfois. Et donc Napoléon, effectivement, a réautorisé l'esclavage dans les îles à sucre, à la demande des planteurs. Sinon, ça ne pouvait plus fonctionner. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est de l'histoire. C'était il y a plus de 2 siècles. Et par ailleurs, on oublie un peu trop souvent de dire que l'esclavage a été définitivement aboli en France avec Victor Schœlcher en 1848, avec la deuxième révolution, celle de 1848. Et là, l'esclavage a été entièrement aboli, la traite et puis l'esclavage, pour toujours. Bon. Alors, bien sûr, on peut dire que... on va remettre ça sur le tapis, mais quand Bayrou, qui ferait mieux de s'occuper de Bétaram, il ferait mieux de s'occuper de l'état de la situation française, met le code noir en disant mea culpa, mea maxima culpa, on va annuler le code noir, mais il se moque du monde. Le code noir a été aboli en 1793 sous Robespierre et de nouveau en 1848. Ça a été aboli il y a 1848, ça va faire 160 ans, 157 ans. Il veut abolir un truc qui a été aboli il y a 157 ans, c'est ça le sujet. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est pour bien faire passer le message, la France, c'est une saloperie, les Français sont des salopards, notre histoire nationale, c'est dégueulasse, etc. C'est la même chose avec le capitaine Dreyfus. Le capitaine Dreyfus a été la grande affaire, vous savez, à la fin du 19e siècle, en 1898-1899. On avait découvert qu'il y avait des fuites au ministère de l'Armée, dont bénéficiaient d'ailleurs les Allemands, et les soupçons se sont portés sur 2 personnes. Il y avait, de mémoire, un type qui s'appelait Esterhazy, qui était d'une famille, aristocratique austro-hongroise. On voit d'ailleurs toujours le château des comtes Esterhazy dans le Burgenland de mémoire, près de la frontière hongroise. Et puis il y avait un collègue de travail qui était le capitaine Dreyfus, qui lui était français mais qui était juif. Et compte tenu de l'époque, eh bien, les soupçons ont été orientés par la hiérarchie militaire vers le capitaine Dreyfus qui était juif, qui a été donc condamné, qui a été dégradé, humilié. On lui a retiré toutes ses décorations et il a été expédié en Guyane, justement, dans l'archipel à l'île du Diable, donc non loin de Kourou. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Kourou, en Guyane, là où il y a le site de lancement des... Mais juste à côté, vous avez l'archipel des îles du Salut, avec l'île du Diable où a séjourné le capitaine Dreyfus. Vous connaissez cette histoire avec le fameux article de Zola « J'accuse » en première page, avec un intellectuel français, Zola, de gauche, qui prend la défense du capitaine Dreyfus. Bien sûr que c'est resté... Alors ça a été la France de 1898, c'est littéralement coupé en 2. C'est une affaire qui a empoisonné la société française pendant des semaines et des semaines et des semaines. Il y a un très fameux dessin... qui est resté très célèbre, que vous connaissez peut-être un caricaturiste et un dessinateur qui était célèbre à l'époque, qui s'appelait Caran-d'Ache, comme les crayons Caran-d'Ache. Et Caran-d'Ache qui avait fait un dessin en 2 temps. Alors on voyait dans une société, dans une salle à manger très bourgeoise parisienne, on imaginait dans un bel immeuble bourgeois toute une tablée qui était assise au début d'un repas. Tout le monde était habillé avec des robes de soirée en queue de pie, etc. Et donc, il y avait marqué « Affaire Dreyfus ». Et donc, on voyait ça, les gens étaient assis. Et avec le petit message en dessous, c'était « N'en parlons pas ». Voilà, c'était il convenait « N'en parlons pas ». « Affaire Dreyfus », « N'en parlons pas ». Et puis le deuxième dessin en dessous,
C'était la même chose, mais alors c'était un champ de bataille. Les gens ils s'étaient pris des bleus, tout le monde s'était tabassé, les femmes étaient décoiffées, les robes déchirées, les jaquettes étaient dans tous les sens, et la table était ravagée, et en dessous c'était « ils en ont parlé ». Voilà, enfin je ne sais pas si vous connaissez, mais ça fait partie de notre histoire célèbre sur les caricatures, les politiques les plus célèbres de l'histoire de France. Et puis bon, il est apparu en effet, parce que la justice a fait son œuvre, parce qu'il y avait en effet, c'était effectivement une campagne fondamentalement antisémite qui avait été lancée. Mais la France, c'est qu'il y a quand même au bout du compte des ressorts de rappel, il y a quand même au bout du compte des gens qui sont scrupuleux, qui sont allés regarder d'un petit peu plus près, et petit à petit on s'est aperçu qu'en fait, eh bien, le traître, c'était pas le capitaine Dreyfus, c'était bien le comte Esterhazy. Voilà. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que le capitaine Dreyfus donc, a vu sa peine comme muet, il a été rappelé en France, il a eu un nouveau procès, et il a été complètement réhabilité en 1906. Voilà. Donc, pourquoi présenter, comme le fait M. Attal, l'histoire de France uniquement de façon dégueulasse? Pourquoi, comme M. Bayrou, présenter le Code noir uniquement de façon dégueulasse? Le Code noir a été aboli en 1793, puis en 1848. L'affaire Dreyfus, elle a été complètement corrigée, et Dreyfus est revenu avec tous les honneurs en 1906. Pourquoi on sort ça maintenant? Et ça va continuer longtemps? Bientôt, moi, on peut y aller. Hein. Moi, si on peut dire, tiens, voilà, je vais dire que, par exemple, est-ce que les familles, par exemple, des protestants qui ont été assassinés à la Saint-Barthélemy, est-ce qu'ils ont été dédommagés? Ouh là 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 là, voilà un excellent sujet, très d'actualité. Est-ce que la Saint-Barthélemy, ça doit être le 24 août 1573, quelque chose comme ça? Vous savez que le pape Grégoire XIII, d'ailleurs, avait fait une médaille pour se féliciter du fait qu'on avait égorgé des protestants à Paris. C'était d'ailleurs, en fait, une décision qui a été prise par Charles IX et Catherine de Médicis, mais en fait, sous la pression des ultras, c'est-à-dire de la famille de Lorraine, qui voulait prendre le pouvoir. Enfin, en fait, le roi a été plutôt contraint que décideur dans cette histoire épouvantable. Mais on va jusqu'à quand, là? On va dire oui, c'est scandaleux, ils n'ont pas été... on leur a pas, comment dirais-je... on n'a pas dédommagé les familles, et puis ci, et puis ci, et puis ça. Mais on peut aller très très loin. Hein. Bien sûr, il y a eu des massacres dans les colonies, ça c'est vrai. Il y a eu des massacres tout au long de l'histoire de France. Mais il y a eu aussi des massacres dans les histoires de tous les pays du monde. Est-ce qu'il faut que, puisqu'on en est à commémorer le 8 mai 1945, certains en Algérie, bien sûr c'est épouvantable, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1962 à Oran, en juillet 62, où il y a plusieurs centaines de pieds noirs qui ont été enlevés, ils ont disparu à tout jamais. Ils ont été, semble-t-il, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a des gens qui disent qu'ils ont été mis dans des camps de travail, puis ils sont morts de... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors on va ressasser ça. Je sais que d'ailleurs il y a des gens qui ressassent côté des anciens d'Algérie. Et d'ailleurs, évidemment, quand ils voient des gens qui vont commémorer, regretter les exactions qui ont été faites le 8 mai 1945, eux, ils ont envie de commémorer ce qui s'est passé aussi à Oran en juillet 1962. Et puis, puisqu'on en a parlé du Code noir, qu'est-ce qui s'est passé avec Haïti, avec Toussaint Louverture et les massacres de colons? On n'en parle pas non plus. Et puis sur l'esclavage, est-ce qu'il faut entrer dans le détail sur qui donnait les esclaves à qui? Est-ce que dans ce commerce trilatéral, est-ce qu'il n'y avait pas aussi le soutien de certaines tribus dans les pays d'Afrique qui prenaient la Côte de l'Or, etc. Vous aviez des tribus de l'intérieur et puis des tribus sur le littoral. Il y avait des tribus qui prenaient des gens pour les vendre, d'autres tribus antagonistes pour les vendre. Faut-il rappeler le rôle joué par le monde arabe, le sultanat d'Oman, par exemple, dans le développement de l'esclavage dans toute l'Afrique? Enfin, mais ça mène à quoi tout ça? Ça mène à quoi? Moi, je suis scandalisé par tout ça. Ce sont des gens qui sont là, qui essaient de se faire une petite renommée dégueulasse, en fait. Voilà. Moi, je suis de ceux qui... Dieu sait si j'aime l'histoire. Et je considère qu'il faut en effet connaître l'histoire dans toutes ses acceptions. Les côtés lumineux comme les côtés obscurs. Hein, comme quelqu'un qui a fait, comme un être humain qui est arrivé à la maturité. Il a réfléchi sur lui-même, sur ses échecs, sur ses réussites, sur ses qualités, sur ses défauts.
sur ce qu'il aurait dû faire autrement que ce qu'il a fait, hein, regretter, et comme appliquer cette maxime de Confucius, la seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Voilà. Donc, plutôt que de ressasser un passé qui ne peut avoir d'ailleurs pour effet quoi? Ça ne peut avoir quoi comme effet, ce que fait M. Bayrou? C'est de jeter de l'huile sur le feu entre les communautés dans les banlieues. Voilà. Parce que d'un seul coup, tout le monde va se préoccuper du code noir. La position de monsieur Attal, en parlant de... C'est quoi? C'est jeter de l'huile... Il veut vraiment qu'on reprenne l'affaire Dreyfus. En ce moment même, où il y a une montée de l'antisémitisme corrélée à la politique folle du gouvernement Netanyahou, il pense que c'est vraiment le moment, hein, de chauffer à blanc les communautés sur ces questions. Tout ça est d'une irresponsabilité. C'est absolument... Moi, ça me révolte. Et ce qui me révolte, c'est que tous ces gens aient accès aux médias et que des voix pondérées, pacifiques, comme j'essaie de le faire, n'ont pas accès aux médias. Ce dont les Français, les jeunes Français ont besoin, c'est pas qu'on leur rappelle ce qui s'est passé il y a 350 ans, il y a 50 ans, il y a 180 ans, etc. Les Français, ils ont besoin d'avoir de l'amour pour leur propre pays. La France, il y a eu des horreurs en France, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi des choses extraordinaires. Il y a eu des avancées civilisationnelles, intellectuelles, artistiques, philosophiques, industrielles, agricoles, dans tous les domaines. Et c'est quand même aussi un très grand peuple. Alors je sais bien que Macron a commencé son double quinquennat en expliquant qu'il n'y avait pas de culture française. Mais tout ça, ça participe d'une culture du mépris. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait beaucoup mieux inciter les jeunes Françaises et les jeunes Français, et notamment ceux qui sont d'origine étrangère depuis peu de temps, à aimer la France, à leur faire découvrir la beauté de notre pays, la grandeur de notre civilisation, la splendeur de nos bâtiments historiques, qu'ils fussent religieux ou qu'ils soient séculiers, qu'ils aillent visiter le Mont-Saint-Michel, le château de Chambord, le château de Chenonceau, qu'ils aillent visiter la cathédrale de Reims, la Bonne Mère à Marseille, qu'ils aillent voir les Baux de Provence, qu'ils aillent voir les allées de Tourny à Bordeaux, qu'ils aillent voir la Ville Rose de Toulouse avec la cathédrale Saint-Cernin, qu'ils aillent voir les calvaires de Bretagne, et qu'ils aillent voir le massif du Puy de Sancy et du Puy de Dôme en Auvergne, qu'ils aillent voir Colmar, Strasbourg, Lille, Nancy, la place Stanislas, etc., etc. Qu'on leur parle de la beauté de notre pays, qu'on leur dise à quel point c'est un pays magnifique, qu'on leur dise à quel point tout le monde a besoin de tous les Français pour retrouver notre souveraineté et notre indépendance. C'est de ça que les Français, ils ont besoin. Sinon, on a affaire à des gens qui sont en train de tuer notre pays. C'est aussi simple que ça. Une question du chat de Oscar Libre. Bonsoir à tous. Une réaction suite à la mort du général Delaware. Pouvez-vous en parler et donner votre avis ? Écoutez, moi je ne le connaissais pas. Il se trouve que je ne l'avais jamais rencontré. J'en avais entendu parler. Et un jour, il me semble qu'on avait je me demande si on n'avait pas, il y a quelques années, on lui avait peut-être proposé de participer à une université d'automne, mais ça ne s'était pas fait, il n'était pas disponible, comme on propose à beaucoup de gens. Donc je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontré. J'avais vu parfois certaines de ses interventions. Et surtout, ce que je savais, c'est qu'il avait appelé, je crois, pour la présidentielle ou pour les européennes, il avait appelé à voter pour l'UPR. Bon. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, qui était un militaire, qui était régulièrement interviewé sur les chaînes de web. Donc je m'incline devant sa mémoire. Je présente mes condoléances à sa famille, bien entendu. Je crois savoir qu'il est mort très très brutalement d'un AVC. Donc voilà ce que je peux dire. Une question d'Isabelle. La délinquance des jeunes est en hausse. Je propose de donner un salaire aux parents qui restent à la maison pour élever leurs enfants. Beaucoup de femmes seules travaillent avec des horaires difficiles et laissent leurs enfants se débrouiller. Que pensez-vous de cette solution ? Alors, d'abord, bravo, parce que c'est une idée qui n'est pas originale et qui pourtant l'est. Elle n'est pas originale parce que dans les années 60-70 du XXe siècle, c'était une idée au moment où il y avait de plus en plus de femmes qui allaient travailler.
il y a eu toute une orchestration médiatique, la libération de la femme, ça passe par aller au travail, etc. Alors certains, vous savez, c'est comme les immigrés. Il y a la façon de présenter les choses. Il y a beaucoup de mouvements féministes qui se sont emparés de ça en disant c'est la libération de la femme d'aller travailler, etc., etc. Et puis il y en a d'autres qui ont fait valoir, mais en fait tout ça, ça sert le grand patronat, hein, parce que ça permet d'avoir des femmes qu'on va pressurer. D'ailleurs, souvent les salaires des femmes étaient et restent d'ailleurs en général, bien que beaucoup de progrès aient été faits, mais les salaires des femmes sont souvent inférieurs. Alors a fortiori dans les années 70, à travail égal, elles n'avaient pas du tout un salaire égal. Mais il y avait toute une presse. Et la presse, j'allais dire la presse bourgeoise, comme dirait le Parti communiste, aurait dit le Parti communiste de l'époque, et qui faisait la promotion du travail des femmes, que c'était alors que, par ailleurs, le travail était parfois quand même très aliénant. Et donc, à cette époque, il y a eu des gens qui avaient lancé l'idée qu'il y ait un salaire de la femme au foyer, justement pour éduquer ses enfants. Dans un univers très hétéronormé, comme on dirait à notre époque, avec chaque genre et chaque sexe ayant sa fonction, les hommes allant au travail, la femme étant à la maison, pour élever les enfants. C'était la France traditionnelle des années 60. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y avait eu effectivement des gens qui avaient lancé cette idée de salaire de la mère au foyer, qui avait une certaine justification, si on y pense bien, parce que ce qui s'est passé pour beaucoup, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient des mères de famille, qui consacraient toute leur vie en fait à élever leurs enfants, ce qui est un travail. Enfin, toutes les femmes qui m'écoutent, si elles ont eu déjà un enfant, alors a fortiori si elles en ont eu 2 ou 3, j'ai même rencontré récemment chez des amis un couple qui avait eu 10 enfants, donc des gens qui ont une femme qui a plus... Enfin, maintenant, les couples, la répartition des tâches dans les ménages s'est rééquilibrée par rapport aux années dont je parle. Donc maintenant, les hommes, en règle générale, participent davantage aux tâches ménagères, mais c'est vraiment un travail à temps plein. C'est un travail parfois assez dur d'élever des enfants avec des joies merveilleuses, quasiment divines. Quand on a un petit enfant, rien ne comble plus une maman que d'avoir son enfant. Mais ça, c'est dans les bons moments. Et puis il y a des moments, si le bébé est malade, s'il est très malade, s'il a la fièvre, s'il a des convulsions, s'il ne dort pas la nuit, si et ça, la mère, elle est inquiète, elle est fatiguée. Enfin bon, bref, vous connaissez tout ça. Donc, l'idée que ceci soit rémunéré a fait son petit bonhomme de chemin, d'autant plus que beaucoup de femmes travaillaient à la maison gratuitement, en fait, pour le couple, mais arrivant à la fin de la vie, ou du moins à la fin de la vie active, entrant à la retraite, les enfants, les uns après les autres, quittaient le foyer familial, selon ce qui est annoncé dans la Bible, tu quitteras ton père et ta mère, et puis le couple se retrouvait seul, donc retraité. Et parfois, il y avait, si seulement l'homme avait travaillé, seulement le mari, il n'y avait que lui qui avait une retraite. Et si par malheur, le mari décédait avant la femme, ce qui est quand même le cas très général, statistiquement, il y avait des femmes qui se retrouvaient dans des situations parfois de grande précarité, même si elles avaient droit à une pension de réversion, ça n'allait pas toujours très loin. Donc une des idées qui se cache aussi derrière l'idée du salaire de la mère de famille au foyer, c'est aussi de permettre d'avoir une retraite pour les femmes qui sinon ne travaillent pas. Alors ça, c'est la situation des années 60-70. À notre époque, il n'en est plus question, on n'en parle pas. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée que de ressortir le dossier. Un dossier qui pourrait s'adresser à pas seulement la femme, ça pourrait être l'homme. Moi, je connais un couple comme ça où c'est madame qui travaille et monsieur qui élève les enfants. Donc ça existe également. C'est pas le cas le plus fréquent, mais ça peut exister. Et avoir, pourquoi pas, une prestation qui permettrait d'inviter justement un des 2 membres du couple à rester à la maison pour élever ses enfants. Moi, je trouve que ça, d'abord, c'est conforme à la justice sociale. Parce que quelqu'un qui élève des enfants, c'est pour la patrie, c'est pour la nation. C'est quand même quelqu'un, au passage, on nous bassine depuis des décennies avec le problème des retraites. Enfin, c'est comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Si, depuis l'an 2000, il y avait eu une politique nataliste digne de ce nom qui avait été prise à la fin des années Mitterrand ou au début des années Chirac, là, on est en 2025, on aurait peut-être plusieurs millions de personnes en plus, de jeunes,
qui rééquilibrerait la pyramide des âges. Et ça, par exemple, ça serait sain, ça serait naturel. Alors qu'on a un discours en France qui est un discours de mort. La France est un discours où, à tout moment, on parle de la mort. On constitutionnalise le droit à l'IVG. On a un discours tout au long de la vie, il ne faut pas faire d'enfants, etc., etc. Demain, c'est épouvantable, etc. Tout le monde au travail et il ne doit pas y avoir de salaire pour les femmes. Et d'ailleurs, depuis François Hollande, on a torpillé les allocations familiales. Donc ça, c'est pendant la vie active. Quant aux retraités, on leur dit, écoutez, voilà, si vous avez une maladie, si vous avez un pet de travers, vous savez, on va bientôt vous assurer le suicide assisté ou l'euthanasie, ne vous inquiétez pas. Donc on a une société qui est horrible, en fait. C'est une société qui passe son temps, tous les jours, à parler de la mort, comme une solution, avec, par exemple, la solution pour l'euthanasie, ça a été chiffré, j'en parlais l'autre jour, par le magazine Le Point, 1,4 milliard d'euros d'économie. Alors ça, je suis désolé, mais c'est exactement le nazisme. Voilà. La politique des nazis, c'était Action T4, c'est-à-dire tous les bouches inutiles, on les priait d'avoir ce que Hitler avait appelé une mort miséricordieuse. Donc les personnes qui avaient des handicaps physiques, qui avaient des tares génétiques, qui avaient des maladies génétiques, des maladies rares, allez hop, tout le monde allait passer de vie à trépas. C'est cette action d'extermination systématique des personnes handicapées. C'est une des horreurs, parmi beaucoup d'autres, mais une des horreurs absolues du régime nazi. Et moi, quand je vois aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme l'ancien professeur de médecine, ancien numéro 2 de la mairie de Lyon sous Gérard Collomb, qui s'appelle M. Jean-Louis Touraine, ancien membre du Parti socialiste, membre éminent du Grand Orient de France, etc., qui se répand sur les réseaux sociaux et en public en disant que l'essentiel avec la loi qui est en prévision sur l'euthanasie et le suicide assisté, c'est de mettre le pied dans la porte, parce qu'après on va pouvoir élargir. Et il évoque de lui-même le fait qu'on va pouvoir faire passer des mineurs, et puis après ça, les malades d'Alzheimer, et tout le monde va y passer avec des suicides assistés, mais c'est absolument épouvantable. C'est une horreur absolue. Parce que comment est-ce qu'on peut dire que, par exemple, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, il va donner son consentement éclairé à sa propre disparition? Puisque justement, ce sont les facultés cognitives qui ont disparu. C'est une mise à mort, en fait. Comment est-ce qu'on peut dire face à un mineur? Alors, dans un premier temps, on dira oui, mais c'est uniquement la maladie de Charcot, des maladies épouvantables, bien sûr. Mais une fois, c'est d'ailleurs ce que dit lui-même ce monsieur, une fois qu'un principe est tombé, après, petit à petit, chaque année, on va pouvoir l'élargir. Et peut-être dans la société qu'on nous propose, à terme, on aurait bientôt un jeune qui aurait du vague à l'homme à l'âge de 17 ans, 18 ans. Enfin, tous les jeunes ont toujours eu du vague à l'âme entre, je sais pas, la puberté et puis l'âge de 25 ans. Ça fait partie de la destinée de l'espèce humaine. Donc s'il y a tout jeune qui se dit « Ah, moi j'ai des pensées suicidaires », on avait une âme charitable qui disait « Pas de problème, on va venir, t'es d'accord? Oui, ça va pas du tout. Et bon, allez, tu signes ça et on se débarrasse. » Mais c'est incroyable qu'on ait ce genre de propos en France. Alors évidemment... Il y a aussitôt, j'ai vu ce monsieur, Jean-Louis Touraine, dit que la presse Bolloré s'acharne contre lui, et etc. Parce qu'on ne peut plus avoir de débat en France sans qu'aussitôt ça soit des invectives, des excommunications, des fatwas, on n'a plus le droit de parler. Non, je suis désolé, cette loi sur la fin de vie est un changement anthropologique et civilisationnel de toute première importance, et avec lequel il faut être, à mon avis, d'une extrême prudence. Alors, je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais tout ça, ça fait partie des questions sur la famille. Hein. D'où d'ailleurs, à mon avis, la nécessité aussi d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui a fondé une famille, quelqu'un qui a un conjoint, qui a des enfants. Voilà. Parce que si vous avez... Il y a quand même autour de Macron quand même une propension à des gens qui n'ont pas de conjoint et pas d'enfants, et qui, donc, c'est très bien. Chacun vit comme il l'entend. Mais il y a tout un pan de l'activité humaine et qui intéresse des millions de Français qui, pour eux, c'est un petit peu comme s'ils parlaient le latin. C'est une langue étrangère. Hein. C'est pas quelque chose qu'ils vivent au jour le jour. Voilà. Alors pour terminer, je reviens à cette idée. Moi, je trouve que ça me donne une envie de creuser le sujet. Je pense que ça pourrait faire partie d'un programme plus général de relance de la natalité.
puisque là, il faut absolument relancer la natalité en France. Sinon, là, on va directement vers le suicide collectif, puisque vous avez vu, le taux de natalité est le plus bas depuis un siècle quasiment. On est plus bas que depuis les années 1920 ou 1930. On a donc un manque à gagner en termes démographiques absolument considérable. Et un pays qui ne se reproduit plus, c'est un pays qui sombre. Ça introduit toute une mentalité pessimiste, une mentalité rétrograde, une mentalité de dépression collective, en définitive. Donc regardez ce que font un certain nombre de pays du monde qui essaient de relancer la démographie. Il faut donc relancer la démographie. Parmi ceux-là, il faut prendre des mesures vraiment d'accompagnement très puissants, d'accompagnement financier. Je sais qu'en Hongrie, Viktor Orban, il a prévu l'exonération de tout impôt sur le revenu à vie, je crois, pour des femmes qui ont un deuxième ou un troisième enfant. Enfin, c'est des choses très considérables. On pourrait envisager en France qu'il y ait un salaire pour un des deux conjoints pour élever ses enfants, avec évidemment la conséquence qu'il y a derrière, c'est qu'on peut espérer que lorsqu'il y a un des deux parents qui passe sa journée, en fait, à s'occuper de l'éducation de ses enfants, les enfants en question vont avoir moins tendance à aller divaguer dans des cités, dans des cages d'escalier, à se laisser entraîner par des mauvaises fréquentations, comme on dit, et à verser petit à petit dans la délinquance, dans le recours aux psychotropes, etc., etc. Donc moi, je suis personnellement favorable à aller dans cette direction. Je ne me fais pas d'illusions, bien sûr. On va dire que tout ça, c'est vraiment extrêmement réactionnaire, etc. Je m'en fous. Ce que je dis, c'est la vérité.